aussi éviter en fait l'explosion de ton équipe à cause de la charge mentale ou à cause d'un épuisement professionnel ou Oui, puis il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. On accueille rapidement les nouveaux employés. C'est souvent là que ça accroche parce qu'il manque des outils là. Fait que, quand souvent la charge de travail ressort comme étant un enjeu, mais souvent c'est que le onboarding a été tellement vite qu'il manque des clés à la personne tout simplement. Fait quand on va creuser, on peut voir qu'est-ce qui manque. J'ai tellement entendu du monde dire, ouais, mais c'est pas compliqué, là, je veux dire, tu rentres dans le local, puis v'là tes outils physiques, là, genre, v'là ton espace de travail, v'là les enfants, v'là ta collègue. Ouais, non, il y a plus que ça. Oui. Là. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Aujourd'hui, on accueille Chantal Dufort, qui est donc conférencière et formatrice agréée. Merci Chantal d'être parmi nous. On va parler de santé mentale, on va parler de charge mentale et on va parler aussi de bien-être, comme on aime à en parler dans ce podcast-là. Avant tout, on a toujours une petite question qu'on aime poser en fait avant de débuter le podcast. Ouais, Chantal, comment est-ce que tu étais comme enfant? Vous m'aviez pas prévu, c'est bon ça. J'étais un enfant super docile. OK. Comme disait non, c'était terminé. J'écoutais vraiment toutes les consignes. J'étais très, 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 très sage. Okay. J'étais l'élève que tous les professeurs voulaient avoir dans leur classe. Ça a-tu changé un petit peu après? C'est la vraie question. Je pense que j'écoute relativement facilement bien les règles, mais je vais donner plus mon opinion qu'avant. Tu t'affirmes plus. Ouais, OK. ouais, c'est ça. J'ai comme envie de te laisser te présenter pour expliquer c'est quoi ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à ça, si tu es à l'aise d'aborder tout ça, pourquoi tu es devant nous aujourd'hui pour parler de santé mentale et de charge mentale, un sujet qui quand même nous tient à cœur, nous, mais aussi la société de plus en plus quand même. Là. Mais en fait, j'ai fait mes études en travail social. Fait que j'ai été 15 ans dans le réseau de la santé à accompagner les familles, à accompagner les gens, tout le temps en lien de près de loin avec la santé mentale. Puis quand j'ai quitté le réseau de la santé, mais j'ai fait un peu de pratique privée. Puis là, dans mon bureau, c'était stress, anxiété, burn-out, arrêt de travail à 95 %. Fait que j'ai vraiment fait le choix d'aller ouvrir la discussion dans les milieux de travail. On était avant la pandémie, fait qu'on parlait pas trop de santé mentale. Fait que j'ai longtemps dit, je vais aller détaboutiser la santé mentale. C'est beau. Bon, ça n'existe pas, mais je ne savais pas à l'époque. Je l'ai enregistré. Techniquement, il existe maintenant. Donc, c'est excellent. J'ouvre le sujet de la santé mentale. Pourquoi on parle de santé sécurité physique, mais qu'on ne parlerait pas de santé psychologique? Ouais. C'était un peu l'idée en arrière d'aller ouvrir cette discussion-là. Puis maintenant, tout l'accompagnement des gestionnaires aussi à faire face à la détresse qui est malheureusement grandissante dans nos organisations. Là. Ouais, tu l'as vu, cette évolution-là, mettons post-Covid ou même anté-Covid, là, parce que il y a eu la Covid, c'était un événement majeur mondial, mais la charge mentale existait avant. Est-ce que tu as vu une évolution entre avant la Covid, après la Covid? Est-ce que tu as senti ça, toi, en tant qu'intervenante et en tant que conférencière ou formatrice? C'est sûr que avant la COVID, j'étais pas en entreprise. Fait que, le avant-après en entreprise est difficile. Ce qu'on a, c'est les chiffres, par exemple, mettons au niveau des arrêts de travail. On est rendu à peu près à 35-40 % des arrêts maladie qui sont reliés à de la santé mentale. C'est fou pareil, quand même. On n'ose pas en parler dans nos milieux de travail parce que, bien sûr, ça n'arrive pas chez nous. Ce qui est complètement faux. Fait que, on a une augmentation parce qu'on était plus à du 30 % avant la COVID. Fait que déjà, là, on voit qu'il y a une certaine détresse. Si on parle de la COVID, moi, le contexte actuel aussi n'est pas facile. Là. Non, définitivement. On dirait que ça l'a pas ralenti, on va dire, depuis cette période-là. Puis probablement même, justement, si tu t'es lancé là-dedans, c'est parce que c'était bien présent avant. Mais on dirait que le climat social est très tendu et donc ça joue là, sur la santé mentale des gens. Oui, puis vous le vivez un peu moins en garderie, mais tout ce qui est télétravail, on est de plus en plus isolés. Ce serait difficile d'être en télétravailleur. On souhaite que vous ne le soyez pas, effectivement. Ça me rassure pour mon enfant. Mais c'est un enjeu aussi. On est de plus en plus isolés, fait que ça a un impact sur notre santé mentale aussi. Là. Mais justement, on fait le lien avec, évidemment, les garderies, les milieux de garde. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, tiens, ce serait intéressant aussi d'intervenir dans ces milieux-là? D'où c'est venu cette idée? Pourquoi, en fait, est-ce que tu as senti une montée? Est-ce que tu as juste la vie qui a donné comme ça? Ou Moi, je vais dans les entreprises où il y a des humains. Fait que déjà, ça fait très large. Ouais. Mais en plus, en garderie, c'est que vous avez la responsabilité d'enfants. Et souvent, quand on va faire un métier comme ça, on a un peu la cape du sauveteur, à vouloir sauver tout le monde puis à vouloir aider tout le monde. Et on s'oublie beaucoup parce qu'on veut aider l'autre en premier. Donc, plus on va donner à l'autre, puis moins on s'en donne à soi, malheureusement, plus on risque d'impacter notre saine santé mentale, en fait.
Fait que c'est ça qui fait que c'est un espèce de profil parce que majoritairement c'est des femmes, mais il y a aussi des hommes et je tiens à le rappeler, il y a des hommes qui travaillent dans les milieux de garde, c'est des personnalités qui sont souvent un peu plus sensibles parce qu'on a le goût de prendre soin de l'autre, donc c'est plutôt ça qui motive les gens. Donc c'est comme d'un profil, c'est ça qui a fait que tu as plus travaillé dans les garderies. Qu'est-ce que on parle de charge mentale depuis tout à l'heure. Comment, quand on a préparé un peu l'entrevue, on s'est demandé, mais comment on définit ça finalement, la charge mentale? Les perceptions des uns et des autres, c'est différent. C'est quoi ta définition à toi de la charge mentale? Comment tu la définirais finalement? Moi, je pense que c'est la pression qu'on se met avec notre fameuse to-do list qui finit jamais. Ouais. Hein? Puis plus on en accumule dans notre tête, plus on sent une lourdeur. Puis, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, des fois, je sens vraiment une lourdeur physique, là, tellement ma tête, elle est pleine de choses à penser, à réfléchir. C'est comme si ça devenait vraiment très lourd. Fait que, tu sais, la charge mentale, c'est l'ensemble des responsabilités qu'on a et qu'on se donne et qu'on donne l'autorisation aux autres de nous donner, même s'il n'y a plus de place. Puis en ne s'écoutant pas, mais on dit quoi? On dit oui, constamment. Puis, tu sais, un peu comme on disait avant, c'est la charge mentale, c'est ce que je me demande, la pression que je me mets, puis quelle attente que je veux avoir en fonction de ça aussi. Hein? Si on me demande, on a une attente X, mais que moi, je veux la rendre à Y, Z encore plus haute, bien, c'est moi qui se mets cette pression-là aussi. Puis, tu sais, la charge mentale, c'est quand c'est dans notre tête. Moi, je trouve que quand on la sort de notre tête, l'ensemble des choses qu'on doit faire puis que la responsabilité qu'on a, si on est capable de le mettre sur un papier, de déléguer quand c'est possible, même si des fois on n'est pas à l'aise, mais ça fait une grande différence, mais d'avoir un plan avec tout ce que j'ai dans ma tête, bien déjà, là, je sens que j'ai un pouvoir dessus. Parce que le problème de la charge mentale, c'est souvent qu'on sent qu'on n'a pas de pouvoir. Ouais. Ah, OK. Même pas ça, sentir qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est sur les actions qu'il y a à faire. Là. Être face à la montagne puis dire comment je fais pour pelleter cette montagne-là au complet. Oui, vraiment. C'est quoi les signes précurseurs? En fait, j'ai une question, mais ça me fait penser à une des phrases que Geneviève, une de nos collègues, dit souvent. Un éléphant, ça se mange par petites bouchées. Il y a quelque chose un peu de Geneviève, si tu nous écoutes, voilà, tu es nommée. C'est quoi les signes précurseurs selon toi? Mettons, parce on a parlé de burn-out, on a parlé de burn-out, il y a beaucoup de nouveaux en fait éléments qui sont arrivés au niveau de la santé mentale en fait. C'est quoi les signes pour essayer de déterminer mais où j'en suis moi dans cette charge-là? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut avoir comme personne en fait pour déterminer ça? Avant ça, j'ai envie de définir santé mentale. Okay, Parce que souvent, quand on parle de santé mentale, on dirait qu'on pense à maladie, alors que la santé mentale, c'est l'équivalent de notre santé physique. On en a tous une, puis ce qu'on veut, c'est qu'elle reste optimale. Donc, tu sais, les gens, vous êtes peut-être éducateur, gestionnaire, mais vous êtes aussi peut-être un parent, vous êtes peut-être un conjointe, vous êtes un homme, une femme. Donc, la santé mentale, c'est d'être capable de faire face à l'ensemble de mes sphères de vie, à la hauteur de ce qu'on souhaite individuellement. Fait que quand ça commence dans une de mes sphères de vie à ne plus être en mesure de répondre à ce que j'ai envie, déjà, ça peut être un bon indice. Mais après, les signes précurseurs, moi, que je parle, là, la charge mentale, le stress, l'épuisement, ça en vient comme à un certain niveau. C'est un peu la pointe de l'iceberg que j'appelle. En dessous, bien, c'est souvent les hormones de stress, c'est souvent la détresse qui est plus grande, mais les signes que mon corps va m'envoyer, moi, je les sépare en 4 catégories. Fait que tout ce qui est plus les signes physiques, non évalués, non diagnostiqués par un médecin. Là. Donc, vraiment, on a des symptômes physiques qui apparaissent, qui perdurent dans le temps, mais qu'on n'a pas de diagnostic. Tu sais, tout ce qui est maux de tête, tension musculaire, maux d'estomac, problèmes de sommeil, et l'ensemble des symptômes physiques en maux de tête qui revient régulièrement, qui ne part pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est les symptômes plus cognitifs, tu sais, moins de concentration, moins de mémoire, tout ce qui est la difficulté à exprimer ses pensées. Souvent, là, le taux de stress, c'est comme un voile, c'est comme le cortisol, c'est comme un voile qui peut tomber sur mes pensées qui j'ai moins accès. Donc, si mon taux de stress est élevé, si ma charge mentale est élevée, c'est sûr que maintenant, j'ai moins de petites portes pour avoir accès à mes pensées rationnelles auxquelles j'ai accès normalement. Il y a tout ce qui est les symptômes plus comportementaux, donc plus d'isolement. Tu sais, le collègue qui oppose ou taquin tout le temps là, qui tout d'un coup, on voit de plus en plus isolé. C'est un bon indice. Là. Qu'est-ce qui se passe? Au contraire, le collègue qui, normalement, est plutôt réservé, qui tout d'un coup prend beaucoup de place. Moins de communication avec les autres, c'est des bons signes. L'irritabilité, pogner les nerfs, là, facilement, alors que normalement, on est bien patient, c'est un bon indice. C'est que là, mon taux de stress en tout est rendu trop élevé. Puis tout ce qui est les signes plus émotionnels, plus de pleurs, plus d'émotions en montagne russe, tout ce qui est ça, plus émotionnel, là,
voyons, je suis donc bien sensible, on dit ça, je suis donc bien sensible ces temps-ci, OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais, je suis pas que en SPM, mettons, ça peut être autre chose. Et comme souvent, les femmes vont dire, ah, c'est parce qu'elle est en SPM. D'ailleurs, en tout cas, c'est un autre sujet, mais il y a comme ce côté, on attribue beaucoup ces émotions-là aux femmes, en fait, parce que, je sais pas, c'est la société, mais ça peut être autre chose. C'est pas forcément que relié à une question physique ou physiologique ou hormonale. Ça peut être ça peut être la périménopause, effectivement, tout ça a un réel lien fondé. Mais ça peut être une tonne d'autres choses aussi. C'est un facteur parmi tant d'autres. Ben oui, c'est ça. Oui, vraiment. Pour moi, c'est vraiment ces 4 symptômes-là. C'est quoi qui apparaît qui n'est pas là normalement? Puis, moi, je vous invite vraiment à le faire, l'exercice. Posez-vous la question, comment je vais quand je vais bien en général? Puis c'est quoi mes premiers signes? Moi, je parle beaucoup du vert, du jaune puis du rouge. Le jaune, c'est un peu des autos de police sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit une auto de police en avant? Ben, on ralentit. Parce qu'on ne veut pas avoir de contravention. Mais c'est quoi vos autos de police dans votre vie? C'est quoi les premiers signes que vous devriez écouter quand ça apparaît? Mais qu'on se dit, hey, je n'ai pas le temps de m'en occuper, ça va passer tout seul. Habituellement, ça ne passe pas tout seul. Puis les rouges, ben c'est quoi mes signes qui me disent que je suis rendue vraiment loin? Puis souvent, c'est plus facile de commencer par ces signes-là. Parce que, tu sais, je taboute, je suis plus capable. C'est des choses qu'on dit ici au Québec, là. Fait que, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est quoi les signes que j'ai à ce moment-là? Puis c'est quoi les signes qui étaient là peut-être quelques semaines, quelques mois avant que je n'ai pas écouté? Parce que si je prends pas soin de moi, quand les premiers signes apparaissent, c'est sûr que je vais glisser tranquillement vers le rouge. C'est inévitable. Là. Si on fait pas d'actions différentes, si on prend pas plus de soin de soi, c'est sûr qu'on s'en va vers plus de rouge. Là. Parfois, c'est le collègue ou l'ami ou la conjointe qui vient se rendre compte de ces différences-là. En ce moment, je te sens plus tendu, je te sens plus ceci, ou tu es plus un peu rough avec les enfants, rough dans le sens plus aride. Ouais, c'est ça, dans les mots, dans la manière d'agir, dans les mouvements, dans tout ça, dans quelque chose de plus sec. Faut savoir recevoir ça aussi, en fait, comme... tu sais, quand on est dans une position de stress et qu'on n'en peut plus et qu'on est énervé de tout parce que c'est l'irritabilité qui arrive et qu'on nous dit, il me semble que t'es pas comme d'habitude, ça se peut que ça nous énerve un peu plus. Est-ce que tu as des conseils, des trucs, des manières de dire les choses aux personnes qui sont dans cet état-là, en fait, pour bien amener les choses et que ce soit à peu près bien reçu ou... Après, on a le pouvoir sur ce qu'on dit, on n'a pas le pouvoir sur comment l'autre le reçoit, jamais. Mais je pense que plus dans nos milieux, on va avoir un discours commun, qu'on va savoir reconnaître les signes, parce qu'on ne se voit pas aller. Fait que, pourquoi c'est difficile à recevoir? Souvent, c'est qu'on ne s'est pas vu aller. Ou qu'on est dans le déni aussi. Là. Ça va passer. Parce que si je regarde, quand je faisais de la pratique privée, la plupart des gens dans mon bureau qui étaient en arrêt de travail, si on regardait combien de temps ça allait pas bien, on me disait au début quelques semaines, alors que quand on grattait, ça faisait des mois, voire des années qu'il y avait des symptômes qui étaient là. Fait que, tu sais, comme collègue, là, c'est vraiment, hey, sais-tu quoi, ces temps-ci, là, j'observe tel comportement. Tu sais, t'es abrupte, c'est pas clair. Avec tel enfant, à tel moment, il me semble que ça te ressemble pas. Comment tu vas pour vrai? Parce que, tu sais, la fameuse question, comment ça va? On répond, ça va bien, puis on est parti, là. En 5 secondes, c'est réglé. C'est ça. Fait que, tu sais, de dire, hey, je suis inquiet pour toi. On part de soi-même, je suis inquiet pour toi, voici quel comportement. C'est pas ton habitude, comment tu vas pour vrai? Ben non, je vais super bien, t'as pas rapport. OK, super, mais je suis disponible si jamais tu as le goût d'en parler. Ça casse souvent, ça, généralement. Quand on n'est pas en essai, on va pas justifier. Si, attends, je t'ai vu réagir avec le petit Timmy. D'habitude, tu fais pas ça, je te signale. Fait que peut-être essayer de justifier, de convaincre la personne qu'elle va pas bien, plutôt que de lui dire, quand tu seras prête. Souvent, il y a un effet nous, on a déjà reçu des éducatrices dans le bureau, puis de dire que mais comment tu vas? Et en fait, cette première question, et elle s'attendait tellement à ce qu'il y ait une confrontation, une remise en question, une accusation même des fois, et que la première question qu'on pose, mais comment ça va? Ça sèche un peu, là. Il y a comme quelque chose de plus authentique qui est abordé finalement dans l'approche, là. On s'occupe de l'être humain. Ouais. On essaie de comprendre qu'est-ce qui en a amené là. Un éducateur qui fait tout le temps, tu sais, que ça va tout le temps super bien, puis tout d'un coup, il y a des comportements. Il y a clairement une explication. On tombe en disciplinaire, clairement pas. Là. On peut aller comprendre l'être humain puis qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Là. Ça, je trouve ça intéressant comme point de vue. C'est que comment je peux dire ça? Là, on deal avec des enfants. Donc, on veut la sécurité des enfants. On veut, on deal aussi avec des parents qui peuvent avoir des perceptions. Je contrôle le message, mais je peux pas contrôler comment la personne le reçoit. Fait qu'il y a beaucoup une question... ça oscille entre la sécurité
qui est hyper importante, puis la perception des fois qu'il peut y avoir autour de ça, puis de dire, ben là, la personne a eu un geste X, c'est quoi la discipline que vous allez faire par rapport à ça, puis quand tu prends le temps avec la personne, tu sais qu'il y a un enjeu familial, peu importe, là, un enjeu personnel, mais là, tu te ramasses à... évidemment, tu veux pas le rendre public face aux parents qui te disent ben, c'est tough de son côté. Comment t'adresserais ça, ce genre de situation-là? Ou est-ce que tu as accès, évidemment, à de l'info privilégiée parce que la personne, elle a volontairement te l'a donné, mais face aux parents, tu peux pas le justifier. Puis là, tu vas dire, ben, le geste était peut-être incorrect dans nos politiques ou dans nos manières de faire, tout ça. On a rectifié le tir avec la personne s'engage à plus refaire le geste. Sauf que là, le parent, des fois, peut être là, ben, je comprends pas comment c'est que vous faites. Parce que dans son œil, évidemment, c'est vous faites rien. Comment tu le. Oui, bien moi, effectivement, vous l'avez bien nommé. Il y a une grande partie qui est confidentielle. On ne peut pas nommer l'information. Mais je nommerais, on s'en occupe réellement. Ce geste-là, pour nous, ça ne fait pas partie de nos politiques. C'est inacceptable. Il y a des actions qui sont mises en place. Il y a une partie d'information qui est confidentielle et qu'on ne pourra pas vous transmettre. De le nommer. Tu le nommes, ça? Ah, 100 100 Puis ils le savent, là, je veux dire, ces parents-là, la plupart sont employés aussi. Ouais. Fait que c'est aussi dans leur milieu de travail des informations qui sont confidentielles qui ne pourraient pas sortir. On commence tranquillement à parler du rôle du gestionnaire dans tout ça, le directeur, coordinateur, peu importe, mais la personne qui est en responsabilité de l'équipe. Puis encore là, en présentant l'épisode, il y a des choses qu'on a abordées et je trouve que ça serait vraiment intéressant qu'on puisse nommer tout ça, les obligations qui sont méconnues en fait des responsables d'équipe, des propriétaires de garderies et des présidents de CA pour des CPE là, mais puis je crois que ça s'adresse à toutes les entreprises au final, mais mettons que nous, on se concentre plus sur les milieux de garde. Est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ces obligations-là et puis c'est quoi le rôle de la personne qui est en responsabilité de l'équipe pour mener ces obligations-là? Mais en fait, que la loi de la nécessité elle a été amendée en 2021, où il y avait, c'est la refonte au complet du régime. Il y a certaines actions qui ont été mises dans la loi, dont l'évaluation des facteurs de risque psychosociaux. Donc, l'ensemble des entreprises ont l'obligation, d'ici le 6 octobre, d'identifier les facteurs de risque psychosociaux et d'avoir des analysés qu'on a 20 employés et plus, et d'avoir un plan d'action pour contrer ces facteurs-là. Donc, en fait, ce que la loi est venue dire, c'est on met un casque sur un chantier de construction parce que c'est dangereux, on dit ça fait longtemps. Quels sont les facteurs qu'on ne voit pas, mais qui ont un impact sur la santé mentale, psychologique de nos employés? Fait qu'il y a 5 facteurs. C'est la charge de travail, c'est la reconnaissance envers les employés, mais de tout le monde. Ce n'est pas juste de gestionnaires envers les employés, mais ça peut être aussi des employés envers les gestionnaires. Donc, tout ce qui est l'autonomie décisionnelle, donc à quel point j'ai mon mot à dire dans les actions que je vais poser, comment je suis consultée. Tout ce qui est le support de mon gestionnaire et de mes collègues. Est-ce que je suis en mesure de nommer des choses sans avoir peur d'être jugée? Est-ce que si j'ai besoin d'avoir une réponse, est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que j'ai accès à l'information? Puis il m'en manque un, je ne l'ai pas dit dans l'ordre. Attendez, autonomie décisionnelle. La charge. La charge de travail, l'autonomie décisionnelle, la justice organisationnelle. Donc, est-ce que les politiques sont justes pour tous? Genre, elle, je l'aime bien, elle n'est pas punie, elle n'est pas d'avertissement. Toi, tu m'énerves un peu, fait que... On n'a pas le droit au chouchou. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Ça, c'est les facteurs de risque. Il y a des risques psychosociaux qui, d'emblée, on sait qu'il va avoir un impact direct. Donc, c'est tout ce qui est l'harcèlement, tout ce qui est les violences, puis tout ce qui est l'exposition à un risque potentiellement traumatique. Donc, en fait, ce que la loi est venue dire, c'est dans votre milieu de travail, allez identifier avec vos employés où sont les lacunes, où sont les choses qui seraient encore à travailler. Ceci dit, là, je vais mettre un gros bémol tout de suite, là, c'est pas obligé d'être compliqué. Puis, mettre la santé psychologique au milieu des responsabilités, on ne sait pas de réinventer le monde, là. Fait que, tu sais, c'est de qu'est-ce qui fonctionne déjà que je peux améliorer. Fait que la loi, ce qu'elle est venue nous dire, bien, allons sonder nos employés, faisons des focus group, trouvons la façon qui fait du sens chez nous pour aller évaluer ces facteurs de risque psychosociaux-là. Un coup qu'on les a identifiés, lesquels on choisit à l'interne comme étant prioritaires. Puis dans notre plan d'action SST qui existe en principe partout aussi déjà, on va ajouter la section santé psychologique avec si la reconnaissance est sortie comme étant un enjeu chez nous, mais comment dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années, dans notre plan stratégique, on va travailler cet aspect-là, par exemple, pour aller le réévaluer par la suite.
cette démarche-là est-elle différente parce que c'est des milieux de garde? Nous, puis en fait, je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Nous, il y a beaucoup de règlements en fait dans les milieux de garde qui sont édictés par le gouvernement, comme j'imagine beaucoup d'entreprises, mais nous, ça va jusque dans les opérations les plus quotidiennes en fait. Et je pense à la question de la reconnaissance, je pense à la question de l'autonomie là-dedans. Il y a des choses la reconnaissance salariale quand tu es dans un CPE, c'est pas toi comme gestionnaire qui est responsable de ça, c'est le gouvernement qui donne ces grilles-là. Fait que, est-ce que les questionnaires sont adaptés ou sont aménagés ou sont construits dans l'analyse? Je veux dire de ça parce que moi je trouve ça fascinant d'avoir ces informations-là de ton équipe. T'as beau être proche de ton équipe, il y a forcément des choses que tu sais pas, puis c'est normal en fait. Mais d'avoir le cœur de ce sondage-là, c'est intéressant. Mais je me demande au niveau de l'analyse, est-ce que c'est comme aménagé? Est-ce que tu es accompagné comme gestionnaire pour bien analyser et pas prendre ça comme en plein... Mais tu l'as nommé, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. L'échelle salariale, vous n'avez pas le contrôle. Mais tu sais, la reconnaissance, le salaire, c'est une chose. Est-ce que tu as fait aujourd'hui ou telle action, c'est le fun? Ça, c'est dans aucune politique, là. C'est vraiment... Tu sais, les facteurs de risque, c'est vraiment au niveau de l'organisation, la gestion. C'est vraiment ça qu'on veut aller évaluer pour améliorer. Puis, en fait, je sais, là, puis j'ai entendu les gestionnaires dans les derniers mois, encore une responsabilité, encore une affaire de plus qu'il faut qu'on fasse. Mais il faut ça. Et si on s'en servait comme étant un levier, plus nos employés vont être bien, plus ils vont être performants, plus ils vont avoir envie d'être là, moins il va y avoir de conflits. Fait que, on est très gagnant à faire ça. Fait que oui, si le salaire ressort dans la reconnaissance, c'est un aspect qu'on va évaluer. Mais en même temps, vous ne l'avez pas. On ne va pas aller mettre un travail là-dessus dans notre plan d'action interne. C'est pas nous qui l'avons, ce pouvoir-là. Fait que oui, il faut l'utiliser. Les résultats, ça. Oui, on va l'ajuster avec les gens qui sont présents puis leur milieu de travail. Là. Puis, il faut se faire accompagner là-dessus. Est-ce que toi, en tant que gestionnaire, tu peux le faire tout seul, ce sondage-là, ou alors il vaut mieux être accompagné? Toi, tu vas me dire oui, il vaut mieux être accompagné. Mais c'est sûr que d'emblée, c'est plus simple. Je pense que, moi, je le fais, j'arrive avec... Le sondage, j'arrive avec l'analyse, le plan d'action, on le fait ensemble en collaboration. Moi, j'aime bien dire co-créer des plans d'action, co-créer des actions. Mais il y a possibilité déjà d'analyser les documents qu'on a à l'interne. Est-ce que notre taux maladie, notre taux de roulement, il ressemble à quoi? C'est quoi les raisons? Est-ce qu'on a des entrevues de départ? Si oui, c'est quoi qui ressort comme raison là-dedans? On a-tu déjà des pistes qui existent par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des sondages annuels qui sont faits à l'interne? Est-ce qu'il y a des questions qu'on peut ajouter? C'est sûr que si on pose la question, est-ce que tu trouves que ta charge de travail est trop élevée? La réponse risque d'être oui partout, dans tous les milieux. Fait qu'on veut l'analyser sur 3-4 aspects, la charge de travail, pour être sûr qu'on ait une donnée qui fait du sens à analyser par la suite. Mais c'est possible déjà en regardant ça, mais ce que j'entends, c'est hey, c'est lourd, puis je ne sais pas par où le prendre. Oui, c'est ça. Comment toi, parce que moi, je les entends aussi, puis à Esprit de famille, on a toujours dit le joyau d'Esprit de famille, le diamant, c'est l'équipe, et on est très très bien avec ça, et voilà, mais on est sujet à amélioration aussi définitivement sur plein de sujets. Puis la question des RH, là, notamment les entrevues de départ, toute la structure RH existe peu. Peut-être on va me lancer des roches si je dis ça là, mais existe peu en milieu de garde, peut-être un peu plus en CPE parce qu'ils ont une structure à cause du CA et des résolutions, etc. Et encore, c'est pas vraiment ce qui ressort, les entrevues, t'en vois pas tant, des contrats qui sont pas signés, C'est très inégal en fait là, puis ça reflète aussi la réalité des... Parce que c'est des PME, là, au final, tu sais, fait que la structure est fonction du niveau de connaissance dans chacune des... On en parle, on en a déjà parlé par le passé. C'est... Les DG de CPE, indirectement, c'est des entrepreneurs. Là, ils ont des chapeaux, puis des fois, ils décident d'aller chercher de l'expertise à l'externe, mais d'autres fois, je remonte mes manches, puis j'apprends, puis je fais le travail. Fait que, mais oui, effectivement, c'est très variable comme niveau de, on va dire, pas de de professionnalisme, pas dans le sens que c'est pas des gens qui sont impliqués qui sont pas impliqués, c'est pas ça. C'est plus de dire, est-ce qu'il y a vraiment une réflexion par rapport à la méthodologie de genre, pourquoi tu fais des entrevues de fin d'emploi, puis ce genre de choses-là, je suis pas sûr que c'est tant... Puis, en fait, je rejoins le côté ressources humaines qui est criant en termes de besoins.
sais, souvent, en fait, on l'a vu des maintes et maintes fois, tu fais une entrevue éventuellement avec une éducatrice où des fois, elle arrive, juste le fait qu'elle soit venue, super, t'as embauché, t'as eu quelques expériences, il y a quelque chose de... T'es tellement dans l'urgence comme gestionnaire, tu sais, moi, j'ai souvent parlé avec des gestionnaires qui sont dans cette dynamique-là parce qu'elles sont tellement dans l'urgence, elles veulent tellement, t'es comme... Puis je comprends ça, en fait, Fait que du coup, il y a comme cette espèce de charge mentale qui vient s'ajouter parce que cette personne-là, il faut l'accueillir, il faut faire ci, il faut faire ça, mais t'as pas vraiment expliqué à la personne justement les risques qu'il peut y avoir comme dans le métier. C'est un risque de stress beaucoup en fait et de comment je te dirais ça de droit à l'erreur comme on a pu l'aborder avec Pierre-Luc Hardy là et avec d'autres aussi dans le podcast. Fait que quand t'es gestionnaire, que t'es dans ce contexte-là ou à responsabilité d'équipe. C'est quoi les premiers trucs à part... on parle du sondage. Qu'est-ce que tu peux faire comme gestionnaire, comme responsable d'équipe, leader, pour aller chercher cette conformité-là dont tu parles, mais aussi éviter en fait l'explosion de ton équipe à cause de la charge mentale ou à cause d'un épuisement professionnel ou... Oui, puis c'est plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. On accueille rapidement les nouveaux employés. C'est souvent là que ça accroche parce qu'il manque des outils là. Fait que, quand souvent la charge de travail ressort comme étant un enjeu, mais souvent c'est que le onboarding a été tellement vite qu'il manque des clés à la personne tout simplement. Fait quand on va creuser, on peut voir qu'est-ce qui manque. J'ai tellement entendu du monde dire ouais, mais c'est pas compliqué, là, je veux dire, tu rentres dans le local puis v'là tes outils physiques, là, genre, v'là ton espace de travail, v'là les enfants, v'là ta collègue. Ouais, non, il y a plus que ça. Oui. Explique-moi comment. Puis, ça fait 2, 3, 4, 5, 12 ans que tu es dans le même milieu de travail. Ben, c'est facile. Je veux dire, comment je veux dire ça? C'est trivial pour toi. Toute la méthodologie de travail, les dynamiques d'équipe, tout ça, mais... Pas une nouvelle personne qui arrive. Là. C'est ça. Puis même d'un milieu à l'autre, il y a des cultures différentes. Ouais. Ça se doit d'être expliqué aussi. Fait que, ça, je pense que c'est une chose. Mais après, comme gestionnaire d'équipe, je pense que... Puis là, ça doit partir vraiment de la très haute direction. Là. C'est de dire qu'on laisse le temps pour être humain avec nos employés puis de prendre le temps de prendre des vraies nouvelles. Oui. Parce que c'est sûr que si la haute direction n'y croit pas, c'est difficile pour les gestionnaires de prendre du temps avec les employés. Parce que ce qu'on souhaiterait, tu sais, une réunion de « Hey, salut, ça va bien, puis on part », on peut-tu prendre un 5 minutes pour vraiment prendre la température? Tu sais, moi, j'aime bien prendre la météo interne des gens dans une réunion d'équipe. Tu sais, vous sentez comment par rapport à la météo interne? On va pas élaborer, mais la personne n'est pas toujours ensoleillée qui, tout d'un coup, nous dit qu'elle est plutôt passage nuageux puis que ça dure quelques semaines, on peut peut-être prendre plus soin et être plus à l'écoute, tu sais. Il faut qu'on ait le temps et l'espace pour le faire, là. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas la marge de manœuvre. C'est une culture, là. Oui. Oui, puis la culture émane de justement ta haute direction, tes propriétaires. Oui, c'est ça. Nous, on a repéré un petit peu dans l'année, même des moments où tu as des downs un petit peu. Ou puis, évidemment, on va parler du mois de novembre, définitivement, mais au-delà du mois de novembre, souvent au mois de mars, avril, il y a comme un down aussi parce que en fait, il y a les dossiers éducatifs, il y avait les portraits périodiques qui arrivent, il y a beaucoup, en fait, une charge supplémentaire pour les professionnels de l'enfance qui arrivent et c'est plus intense. Donc, il y a avril, mai, là, on commence à sentir un petit essoufflement. Puis c'est souvent là, en fait, nous, qu'on a décidé c'est à ce moment-là, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, là, sur la santé mentale, et puis de voir à quel moment on sentait les équipes plus essoufflées, etc. Donc, oui, le mois de novembre, et donc de cette période-là du printemps aussi. Et on a donc décidé de mettre en place des team building, c'est comme pour rebooster un petit peu... la cohésion. La cohésion, passer du temps ensemble aussi. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de... Suite à ça, il y avait beaucoup de ce sentiment d'équipe qui revenait et en fait un sentiment d'être entendu et écouté et de dire des fois tu as des équipes qui nous disent finalement cette journée-là oui c'est une journée de travail mais c'est une journée juste pour moi. Puis tu sais je m'occupe de personne d'autre que moi et on s'occupe de moi, tu sais on fait une activité, on fait un truc, je comprends que c'est du travail mais j'ai du plaisir. Fait qu'il y a tout ce côté aussi en tant que gestionnaire que tu es capable de faire là, c'est très facile d'organiser une activité finalement. Ça n'a pas besoin d'être hyper complexe dans le sens qu'il y a une valeur à aller chercher de quoi qui est organisé avec quelqu'un qui est formé, qui va avoir une structure tout ça. Mais des fois, tu as juste besoin de dire « Hey, on va-tu jouer au quilles ensemble? » Puis ça n'a pas besoin d'être hyper élaboré. Ça peut pas être juste ça, là, mais juste ça te permet de prendre le pouls puis justement de rendre aussi plus humain ton dirigeant. Fait que là, oups, tu joues avec, puis là, tu es capable d'avoir, le lundi quand tu rentres, tu es capable d'avoir un lien qui est plus facile à recréer. Fait que là, la petite corde sur le cœur que tu avais, tu es peut-être capable de l'amener puis de l'amener mieux en plus. Là. C'est ça.
Mais tu sais, on parle de santé mentale, on parle de santé physique, mais la santé sociale est super importante, puis on n'en parle pas du tout. Puis c'est ça, c'est la cohésion d'équipe qui fait tellement une différence parce que, tu sais, si je suis bien dans mon milieu de travail, même si je vis quelque chose de difficile chez nous, je vais être contente de les rejoindre mes collègues de travail. Mais pas mes collègues de travail, les gens avec qui j'ai du plaisir. Ouais. Mais si même dans mon milieu de travail, ça va pas, puis que chez nous, ça va pas, il y a vraiment des fortes chances que je me retrouve en arrêt maladie. Fait que c'est pour ça qu'on veut aller travailler tout ce qui est les facteurs de risque dans nos milieux de travail, parce que plus on a des milieux de travail où on est bien, plus les gens vont avoir envie d'aller y travailler, même s'ils vivent des choses difficiles à l'extérieur. Ouais. Mais ça, là, ce lien-là est tellement important, d'avoir des moments pour jaser de d'autres choses que du travail. Puis, en fait, à chaque fois qu'on a organisé ça, maintenant, nous, ça a un peu changé nos rôles, etc. C'est Josiane qui est maintenant directrice générale d'Esprit de famille et je suis très contente de ça. À chaque fois qu'on a organisé ces choses-là, ces moments-là, je découvrais quelque chose de quelqu'un important. Ça fait longtemps que je les connais pour certaines. Et j'étais comme, je savais pas que tu avais vécu ça, sérieux. Puis là, t'en parles. Puis c'est une expertise, quelque chose qu'elle a fait ou qu'elle a vécu, un voyage, une rencontre. Puis c'est toujours fascinant de passer du temps avec son équipe pour ça, en fait, d'être dans cette curiosité-là. En fait, je trouve que c'est toujours porteur mais en fait, on pourrait en parler pendant 10 ans, là, de comment prendre du temps avec son équipe, c'est important. Là, c'est à l'extérieur, c'est une journée, mais comment dans le quotidien, on peut faire des petites actions? Ouais. Un défi X, Y, Z, vous nous parlez de votre recette préférée puis du pourquoi. Ou un souvenir de voyage. On lance un mois sur vous nous racontez un souvenir de voyage, envoyez une photo. Ça crée des liens entre les gens aussi, là, autre que juste sur mon travail. Ouais. On aime ça, finir le podcast, enfin les épisodes, plutôt pas finir le podcast, on espère que ça va durer là, mais les épisodes avec un peu les conseils que tu pourrais... C'est ta question précise. Tu sais, les conseils, quelqu'un qui commence comme gestionnaire, qu'est-ce que tu aimerais que la personne ressorte de la conversation qu'on a eue ensemble? C'est quoi le point clé pour toi, pour quelqu'un qui démarre dans ce rôle-là? De s'intéresser réellement à l'être humain devant nous. OK. Au-delà de ses compétences d'éducateur, d'éducatrice. OK, je te pose une sous-question dans cette... Okay. T'as perdu. Ça ne vient pas naturellement à tout le monde, non. Ça. Comment tu penses que ça peut se bâtir comme aptitude, si on veut? C'est quoi la curiosité? C'est quoi la chose dans le prochain mois que je pourrais apprendre de mon employé? OK. Je trouve ça intéressant, le côté curiosité. Au final, effectivement, c'est ça qui... Si tu as une vraie curiosité envers la personne, mais tu vas... Fait que finalement, c'est peut-être de trouver à la limite ton angle à toi qui permet de faire un lien avec l'équipe. Je trouve ça intéressant. Ça vient d'être un peu comme vulnérable comme gestionnaire aussi. Ouais. Fait que tu sais, d'arrêter d'être juste le gestionnaire. Puis je sais que les pauses, c'est pas tant facile, là, ça roule, mais tu sais, est-ce que j'ai un moment informel avec mon employé quelque part dans le mois? Dans le trimestre, c'est des moments plus informels. Ouais. OK. C'est quelqu'un qui, ça fait des années, qui est dans un rôle de gestionnaire. Oui, puis là, il faut qu'il apprenne à faire ça. Ouais. Qu'est-ce qui a toujours fonctionné qui pourrait aller encore mieux? Okay. Ou qu'est-ce que je peux apprendre de mes autres collègues de gestionnaires que moi, je fais pas puis que j'ai peut-être envie de tester? Par le premier plus petit pas possible. OK. Oser, mais à petite dose. Oui. Tu sais, je pense à la reconnaissance. C'est tout le temps dans des milieux où je vais, des gens qui font plein de reconnaissance ou des gestionnaires qui vont se livrer, qui sont capables de dire, moi, aujourd'hui, c'est une journée difficile, puis qui sont capables de nommer des choses. Puis d'autres gestionnaires qui disent, non, moi, je suis gestionnaire. Je veux pas avoir l'air fragile. Oui, c'est ça. OK, mais c'est quoi le premier plus petit pas que tu es en mesure de faire, puis d'observer la réaction de l'autre? Puis c'est quoi que ça t'apporte? Parce que c'est sûr que si tu oses t'ouvrir, ça apporte du positif dans ton équipe. C'est sûr. C'est ça. Ouais. Comment, en fait, on peut te trouver, comment on peut te contacter? Parce que, en fait, t'as une connaissance, une expertise qui est indéniable et qui, je crois, pourrait aider vraiment beaucoup d'entreprises, certainement, mais aussi d'associations, peu importe, plein de milieux, en fait, puis notamment en milieu de garde où on le sait, là, c'était des années très difficiles en termes de reconnaissance, justement, en termes pour tout un tas de choses, là, les ressources humaines, on en a parlé. Fait que, comment tu peux être disponible? Comment on te trouve? C'est quoi les services que tu offres éventuellement pour accompagner les gestionnaires? Je suis super facile à trouver. Mon nom, c'est Chantal Dufort. Mon site web, c'est Chantal Dufort. Allez, hop, simple. Sur LinkedIn, tout ça, là, je publie 2-3 fois par semaine. Fait que vraiment pour aller chercher juste des outils, des idées en lien avec la santé mentale en entreprise qui s'appliquent, qu'il faut ajuster selon notre milieu. Mais après ça, autant ouvrir la discussion de la santé mentale et être sûr que dans notre organisation, dans notre équipe, on sait c'est quoi la santé mentale puis on est capable d'en parler. Fait que vraiment détaboutir la santé mentale, vraiment accompagner les gestionnaires à faire face à leurs responsabilités légales. Légales, mais aussi où ma limite puis comment je me protège de la détresse des autres. Puis
tout ce qui est le parcours, tout ce qui est le sondage des facteurs de risque psychosociaux, l'accompagnement le plus en lien avec la loi 27. Fait que, en gros, c'est pas mal ça que je fais. Quand je fais de l'accompagnement plus long terme, je vais faire de l'accompagnement individuel de certains gestionnaires aussi. Là. Comme une sorte de coaching, tu veux dire? Ou Oui, je suis pas coach. Fait que, je dis pas que je suis coach, Ouais, mais j'ai longtemps été dans mon ordre de travailleur social. Je le suis plus. Fait que, je fais de l'accompagnement, je dis plutôt général. De s'assurer des gens qui en ont plein les bottines là, avant que ça craque. Souvent, je vais faire de l'accompagnement un peu plus là aussi. On avait déjà collaboré ensemble avec Mangrove. Chantal, c'est toujours un plaisir d'apprendre tout ça. En fait, je trouve ça fascinant de voir à quel point tu peux apporter encore beaucoup de choses. En fait, c'est fascinant parce que c'est positif. On voit que le chemin est parcouru un petit peu, mais il en reste encore à faire. Fait que c'est toujours un peu à double tranchant là finalement. Mais n'hésitez pas à la contacter. En fait, Chantal mais d'autres ressources si c'est pas dans votre secteur ou quoi que ce soit, mais de prendre en compte la santé mentale de toute façon de son équipe ou de soi-même, ça reste majeur. On mettra en lien, évidemment, pas en lien, mais en dans la description, merci. Les liens pour le site web, même s'il est très simple. Oui, c'est ça. Et merci à vous de l'ouvrir, ce sujet-là, parce que c'est par des plateformes comme vous le faites qu'on atteint le plus de grand nombre de personnes pour oser parler de ce sujet-là. Sinon, on n'en parlerait pas plus aujourd'hui qu'on en parlait il y a comme 5 ans. Merci Chantal. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.